Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans l'émission un sportif de légende. Il s'agit de l'athlète français le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Il a été 11 fois titré champion du monde en individuel. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien évidemment de Martin Fourcade. Martin, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation à l'occasion du Schneider Electric Marathon de Paris. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir dans le podcast. Avec plaisir. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui, lui, est beaucoup plus à l'aise sur les pistes de tartran que les pistes de poudreuse. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, il va s'essayer aux épreuves combinées. Il s'agit évidemment de Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va ? Est-ce que tu es prêt pour les sports d'hiver, toi ? Alors, bonjour Martin, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir me lancer sur les sports d'hiver, encore moins sur les épreuves combinées, parce que moi je suis droitier qui vise avec un œil gauche, donc ça complique les choses, hein, Martin doit savoir de quoi je parle. Donc je vais rester à ma place là où je suis, et peut-être la luge de temps en temps, là je pense pouvoir être pas trop mauvais. Ah, t'as les raquettes aussi, ça peut être pas mal, Fred. Martin, en tout cas, la longévité de ta carrière est un exemple pour tous les sportifs, qu'ils soient aussi bien professionnels ou amateurs. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse dans notre conversation, qu'on se concentre plus sur les moments clés qui ont forgé ton destin, ta personnalité d'athlète, et aussi les enseignements et les compétences que tu as su développer durant ta carrière et qui peut-être être utile aux auditeurs qui nous écoutent. Mais avant de rentrer dans le vif de l'émission, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Tu viens d'une famille de 3 enfants, tu as grandi dans les Pyrénées-Orientales. Du coup, comment est-ce qu'un petit garçon se retrouve à faire du biathlon au pays du rugby ? C'est un parcours un peu singulier, comme tous les parcours de sportifs, mais j'ai eu la chance de grandir à la montagne, à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est vrai que quand on grandit dans une station de ski, c'est toujours plus facile de s'essayer au sport d'hiver. Donc j'ai eu cette chance assez tôt avec l'école, en premier temps. Et puis en fait, on me demande souvent comment on devient sportif de haut niveau, mais en fait c'est un engrenage. On met le doigt tout petit dans une activité et puis on se retrouve trimballé de niveau en niveau, de comité régional en pôle espoir, en pôle France, équipe de France junior. Et puis un jour on se retrouve sur un podium olympique à Vancouver en 2010 sans trop comprendre comment on arrivait là, et surtout en réalisant pour la première fois qu'on est capable de le faire. Parce que jusque là on a des rêves d'enfant, on se dit j'ai envie de devenir champion olympique. Mais je me suis dit pour la première fois que j'étais capable de le faire sur le podium à Vancouver en 2010. Alors Martin, tu partages, tu as déjà commencé à l'évoquer, mais du coup tu partages plusieurs points communs avec un autre athlète de légende, Kilian Jornet, très connu dans le monde de la course à pied, mais en dehors également, parce que tu l'as dit, hein, toi tu as grandi à Font-Romeu. Tous les deux, si je ne me trompe pas, vous avez un papa qui est guide de montagne. Donc vous avez grandi près de la nature, près des animaux. Et comme Kilian, du coup, mais c'est la génération qui veut ça aussi, et peut-être la localisation, vous avez une enfance sans écran, sans haut débit, sans réseaux sociaux. Et du coup, on peut supposer que tu as passé la plupart partie de ton temps à courir dehors, à faire de la rando dans les montagnes. Et du coup, est-ce que tu penses que cette enfance, très en mouvement, aux antipodes peut-être de l'enfance de sédentarité en ville ou dans le monde actuel, a été une force dans ta carrière et ton histoire en général, ou tu penses que c'est quand même déconnecté, que quoi qu'il arrive, tu serais allé sur ce chemin-là ? Non, je pense que c'est une vraie force. J'ai eu pas mal de points communs justement avec Kilian dont tu parlais. Nos parents tenaient aussi un gîte en montagne, donc on avait ce contact permanent avec la nature, on était dans l'activité, et donc moi je suis persuadé que ça fait partie du parcours, que ça fait partie on va dire de ce que nos parents nous ont laissé de très bien et transmis de très bien. Et aujourd'hui je suis papa, et je suis bien placé pour savoir que c'est pas toujours facile, et que souvent on est poussé par la facilité à dire voilà, aujourd'hui on la joue tranquille, on met les dessins animés pour... Et en fait, souvent, je me remémore justement cette enfance dont tu parlais, où mes parents en fait, nous ont fait faire des millions de trucs, nous emmenaient en montagne en permanence. Et pour moi, c'est un cadeau de la vie. Donc j'ai envie aussi de pouvoir transmettre ça
à mes enfants. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'avec Kylian, on se connaît bien depuis tout jeune. On est deux jeunes sportifs des Pyrénées qui ont à peu près le même âge, lui côté espagnol et moi côté français, et qui ont grandi, comme tu dis, dans une génération sans trop de réseaux sociaux, plutôt à faire du sport dehors. Et puis aujourd'hui, on est les deux sportifs qui avons vendu le plus de livres de sport en France. Donc quand mon éditeur m'a appris ça il y a quelques semaines, ça m'a beaucoup fait sourire. Et puis j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil du destin que deux sportifs des Pyrénées qui en plus font pas forcément les deux sports qui sont les plus médiatisés à la base, réussissent un peu cette performance-là. C'était très sympa. Et du coup, on faisait le parallèle enfance sans forcément les réseaux, mais maintenant les réseaux c'est devenu une force. Kylian, comme toi, vous êtes assez présent et vous avez de nombreuses personnes qui vous suivent. Est-ce que du coup la transition elle est apparue naturelle pour toi, et je ne sais pas si tu en discutes avec lui par exemple de ce type de choses? Oui, bien sûr, on a déjà discuté, on a un rapport qui est à peu près similaire à tout ça. C'est avant tout un moyen de partager nos passions, de partager nos univers aussi qui sont un peu singuliers, alors Kylian en très haute montagne et moi en montagne un peu plus simplement. Mais ça nous fait aussi du bien de pouvoir partager nos sports, de pouvoir partager ces univers-là et d'essayer de tirer les gens vers cette pratique. Donc je pense que ça reste un outil formidable quand il est bien utilisé. Alors moi, Martin, maintenant je vais faire un petit retour en arrière sur tes propos, mais on va avancer dans le temps puisque tu n'es plus enfant. J'aimerais qu'on s'intéresse du coup très concrètement à ta carrière sportive, et tu l'as évoqué, hein, tu as une particularité, c'est que tu vas très vite entrer sur la scène internationale et enchaîner les top 10 jusqu'à briller au JO de Vancouver où tu remportes la médaille d'argent sur la mass start. À ce moment-là, tu n'as que 20 ans et on sait qu'à cet âge-là, on peut vite se laisser déstabiliser, on peut se laisser griser, on peut prendre de la grosse tête, comme on dit de manière très concrète. Avec le recul, est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais à cette époque, et est-ce que tu t'es dit que c'était le début d'une longue série et que tu pensais déjà être le numéro 1 mondial, ou au contraire tu cherchais plutôt à te focaliser sur vraiment je viens de remporter mais je dois encore confirmer, voilà, quel était l'état d'esprit, une grande série qui se lance ou vraiment à confirmer et à voir, et comment tu as résisté à pas prendre la grosse tête, très concrètement, on va le dire comme ça? C'est pour moi un vrai accélérateur de carrière et de vie, Vancouver. Je le disais, je me rends compte pour la première fois que je suis capable de faire ça, et surtout j'ai envie de faire beaucoup mieux. Donc en fait, ce qui se passe à Vancouver, c'est que je mets en place un plan, je me structure, je deviens beaucoup plus professionnel dans ma démarche. Donc c'est clairement l'envie de viser le titre olympique 4 ans après à Sochi. Pour ce qui est de la grosse tête, je pense que c'est une attention déjà de tous les instants, c'est un entourage qui est super important, parce que je pense que c'est pas aussi, c'est beaucoup plus, comment dire, malsain et insidieux que ça en a l'air, et je pense que c'est quelque chose qui peut très rapidement arriver quand on est starifié, quand on est mis sur le devant de la scène, quand tout le monde nous applaudit et parfois nous idéalise, et que c'est important pour ça. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était on va dire, qui a son regard qui n'a pas changé sur moi, et ça je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et du coup dans le fil de ta carrière, parce que là on pouvait dire c'était que la première victoire, mais quand tu as confirmé que tu es quand même devenu une superstar du sport international, et notamment en France, il n'y a pas eu des petits moments où, entre guillemets, peut-être ton entourage a eu besoin de te recadrer, ou ça a toujours été assez lisse, ce rapport à la victoire et à la popularité? Non, je pense qu'il y a des recadrages quotidiens en fait, et c'est ça qui permet de garder un cap qui est important. Après voilà, il y a aussi des valeurs, une sensibilité, et je pense que ça on y est plus ou moins sensible en fonction de notre milieu, de notre éducation, de ce vers quoi à quoi on rêve. Mais en tout cas moi j'ai toujours eu cette attention de me dire un jour tu seras plus athlète, mais ton parcours de sportif, lui, on va dire, les gens ils se rappelleront aussi de la trace humaine au-delà du palmarès. Et en tout cas, moi, quand je fais une rencontre, certes, il y a le pédigré de la personne en face, mais il y a surtout le contact. Et moi, j'ai eu envie que ce contact il soit bon, quel que soit mon niveau de performance. Et on peut être un très grand champion en étant un gros con, et être quelqu'un qui n'a rien gagné en étant très sympa. Et moi, j'avais envie d'essayer d'être les deux. Mais c'est vrai que la dimension humaine, et on voit tous les grands champions
qui sont encore dans les mémoires, même 50 ans après. Ils avaient cette caractéristique de partage, d'humain qui était très important, et c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont perduré, leur aura a perduré durant des années. En tout cas, après cet épisode olympique, tu confirmes que tu es bien à ta place dans la cour des grands. Tu vas même remporter ton premier gros globe de cristal en 2012, puis ton premier titre de champion du monde sur l'individuel en 2013. Alors, je ne suis pas sûr que nos auditeurs soient très au fait avec l'entraînement en biathlon. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de comment est-ce que tu t'entraînes, par exemple, comment tu répartis tes entraînements entre les différentes épreuves? Est-ce que c'est 33, 33, 33 où tu sais où tu es tes forces et puis tu te concentres plus sur une autre? En termes de volume d'entraînement aussi, ça représente quoi? En termes de séances, qu'est-ce que tu vas faire? De la musculation, du renforcement musculaire, de la course à pied? Ça ressemble à quoi une semaine type d'entraînement chez un jeune Martin Fourcade à l'époque? Alors, comme en course à pied, en fait, c'est toujours difficile de parler de semaine type parce que qu'on soit à l'approche d'un grand événement où on va faire du jus ou qu'on soit justement au mois de juillet en train de faire du volume, c'est des semaines qui se ressentent pas du tout. On a une particularité en biathlon, c'est qu'on a une saison de sport d'hiver qui est très courte. Et du coup, on a des compétitions qui sont extrêmement condensées entre début décembre et fin mars. Plus de 40 compétitions en 4 mois. Donc on a très peu le temps de s'entraîner, très peu le temps de se préparer pendant la saison. Donc pour nous, toute la prépa se fait sur la partie estivale, sur la période de mai à décembre. Et donc ça fait qu'on a des volumes d'entraînement qui sont assez importants sur ces mois-là. Alors moi, j'ai jamais trop parlé en kilomètres, mais plutôt en heures d'entraînement. En heures d'entraînement, on a des semaines qui vont entre 15 heures pour les semaines de repos et une trentaine, un peu plus de 30 heures pour les semaines de volume. Là-dessus, il y a bien sûr des séances d'intensité, il y a bien sûr de la muscu 2 à 3 fois par semaine. Donc si je devais parler d'une journée d'entraînement de biathlète, ça serait 2h30 le matin sur des skis à roulettes et 2 heures l'après-midi sur un autre moyen d'entraînement pour changer les groupes musculaires, pour éviter les blessures, donc où on court, où on fait du vélo. Et c'est ça 6 jours sur 7 et donc voilà, 2 entraînements par jour. Avec un jour de repos du coup dans la semaine à chaque fois? Ouais, un jour de repos en général dans la semaine, sauf quand on est sur des très gros blocs de volume, on va avoir tendance à décaler le jour de repos. Ce qui est marquant aussi dans nos disciplines, c'est qu'en fait, qu'on soit en stage ou à la maison, on a à peu près les mêmes volumes d'entraînement, à peu près les mêmes contraintes. Donc il y a une autonomie qui est super importante par rapport à certains sports. Je vais prendre l'exemple de la natation, qui est un sport que je connais un peu parce que j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune. En fait, où on est à l'entraînement encadré, où on est seul chez soi et il n'y a pas d'entraînement. Nous, en biathlon, qu'on soit seul ou en stage, on a vraiment les mêmes contraintes d'entraînement. Je pense que ça se rapproche beaucoup plus justement du running, où l'encadrement est une partie du temps avec nous, mais on est aussi beaucoup livré à nous-mêmes et donc il y a une grande autonomie des sportifs de ce point de vue-là. Justement, Martin, on va parler un peu course à pied parce que c'est un domaine où je m'y connais quand même beaucoup mieux qu'en biathlon. Tu parlais justement du fait que la prépa se passe globalement sur la saison estivale. On sait qu'il n'y a pas trop de neige, donc il y a le ski à roulettes, mais tu évoquais les sports annexes que vous pouviez faire, le vélo et donc la course à pied. Comment tu utilisais, toi ou même l'ensemble du groupe France, la course à pied dans le cadre de la préparation pour l'hiver et essayer de le faire d'une manière spécifique? Alors on fait surtout du volume ou de la récup en course à pied. Okay. On a très peu de séances d'intensité parce qu'en fait on va avoir tendance à concentrer les séances d'intensité sur nos sports spécifiques. Donc clairement quand on a 2 heures d'intense à faire, on va les faire en ski roue et pas en course à pied. Par contre on a des volumes de course à pied qui restent importants. On a entre 5 et 10 heures par semaine de course à pied, donc on est sur des volumes qui sont importants plutôt dans notre environnement naturel, donc plutôt en mode trail qu'en mode route. Ensuite, on a des entraîneurs qui viennent du ski de fond aujourd'hui, donc notamment Vincent Vitoz auquel je pense, et qui eux ont tendance à pas mal insérer certaines séances de spécifiques en course à pied, parce qu'il y a des qualités, on est sur un effort beaucoup plus régulier que sur le ski, et donc on va avoir tendance à travailler sur des allures qui sont beaucoup plus maîtrisées, beaucoup plus faciles aussi à chronométrer. Sur la partie, en tout cas mon activité ski, il y a une grande partie de sensations, de sensibilité, d'adaptation au terrain, etc. En course à pied, on est plus sur des chronos et donc une contrainte à laquelle on doit s'adapter et c'est aussi intéressant pour l'entraînement.
intègres des séances de VMA, des séances de seuil, tu fais un petit peu de fractionné, tu vas pas du tout sur piste. Tu me disais que tu t'entraînais en montagne, plutôt trail, donc c'est la piste, t'en as fait jamais, même dans le stage ou dans ce genre de choses? J'en faisais tout petit, quoi. Vraiment sur les années collège, on faisait un petit peu de piste. Donc j'ai 2-3 références de ces années-là, mais on remonte à très loin. On a eu l'occasion d'échanger avec Emilia Jacquelin cet été à l'occasion du Martin Fourcade Festival que tu organises, je crois, en fin d'été. Il nous disait justement que la course à pied, lui, ça lui permettait aussi de travailler sur la gestion de l'effort et aussi des émotions. Est-ce que toi, c'était aussi ton cas? Moi, sur la gestion de l'effort, je suis tout à fait d'accord parce que, comme je le disais juste avant, c'est vraiment il y a un tempo, il y a une cadence qui est beaucoup plus marquée que sur des sports où on doit s'adapter au terrain. Et du coup, c'est vraiment intéressant de travailler sur cette discipline-là. Ensuite, pour la gestion des émotions, moi, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé spécifiquement sur la course à pied. C'était plus aussi un moyen de m'évader en montagne, voilà, sur l'aspect trail. Bah, c'est aussi un moyen de gérer ses émotions, c'est d'avoir des bonnes, de reconnecter avec soi-même et pouvoir aussi penser, réfléchir, se détendre. C'est vrai que la course à pied, c'est utile pour ça. Alors Martin, pendant ces années folles où tu as été au top niveau pendant de longues années, donc tu l'as dit, c'était 15 heures d'entraînement par semaine pour les semaines de repos, off. Entre guillemets, voilà, pour le off, et 30 les vraies semaines d'entraînement, on va les appeler comme ça, même si la récup c'est de l'entraînement, on le dit souvent et jamais assez. Tu as dû obligatoirement, même si ça n'a pas été forcément connu du grand public, faire face à des blessures. Comment tu as géré ces périodes-là où peut-être tu étais contraint dans ta pratique, à la fois d'une manière psychologique, parce qu'on sait que l'athlète qui ne peut pas pratiquer, encore plus l'athlète de haut niveau, le vit très mal, très concrètement. Et donc comment tu as géré psychologiquement et aussi physiquement? Comment tu as réadapté ta prépa physique? Est-ce que tu as fait appel à des spécialités vraiment particulières en termes de réadaptation, d'accompagnement à la reprise? Alors, il faut savoir que quand on fait une carrière de haut niveau, on vit avec la blessure en permanence, qu'elle soit importante et qu'elle nous empêche de pratiquer ou qu'elle soit très légère mais qu'elle impacte quand même notre entraînement. C'est très rare les périodes où on a mal nulle part et où tout roule. Donc oui, la gestion de la blessure fait partie de la gestion même du carrière de haut niveau. J'ai été blessé pour ma part de manière sérieuse à 3 ou 4 reprises. Et ce qui est assez rigolo parce que c'est induit dans ta question, mais d'un point de vue physique, je trouve que ça se gère en général assez bien. On est inventif, on va avoir tendance à travailler dans d'autres sports. Par exemple, si je suis blessé au genou, je vais avoir tendance à essayer de faire un peu de natation dans mon programme d'entraînement. Si je suis blessé à la main, je vais plutôt courir que faire du ski roue. Donc ça, c'est une adaptation plutôt quotidienne. Par contre, la gestion psychologique, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus dure à gérer. Quand on est sportif de haut niveau, c'est 100% de notre attention, de notre mode de vie bien souvent. Donc on est quand même très auto-centré sur nous-mêmes, sur nos carrières. Et la gestion psychologique de la blessure, c'est quelque chose qui est très dur à gérer. Avec un petit peu de recul aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à vouloir repartir trop vite et que des fois justement de se donner le temps de récupérer et de se dire voilà, je prends vraiment le temps de breaker, de me reposer pour repartir ensuite. Ça peut être plus bénéfique que d'essayer à tout prix de compenser. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait pendant ma carrière, donc je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais par contre, c'est ce que je dis aujourd'hui aux athlètes, c'est prenez le temps de souffler, va prendre 10 jours derrière toi, tu es blessé, profites-en pour faire autre chose. Et tu vas revenir, de toute façon, ton corps il n'aura rien perdu et tu auras aussi beaucoup d'envie et tu sauras pourquoi tu reviens plutôt que d'être tout le temps dans une course effrénée vers le lendemain. Martin, tu as une particularité, c'est que tu es véritablement un ambassadeur de ton sport. Et d'ailleurs, le biathlon a connu une popularité assez incroyable en France et tu as ta part de responsabilité pour ça. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est que tu as eu pendant presque toute ta carrière les caméras braquées sur toi. Tout ce que tu faisais, tes performances, tes contre-performances étaient passées à la loupe. J'imagine que ça a dû aussi engendrer une certaine forme de pression sur toi qui ne doit pas être simple à gérer au quotidien. Comment est-ce que tu as fait face à cette pression? Est-ce que par exemple tu étais accompagné par un préparateur mental ou au contraire chez toi c'était quelque chose d'intuitif et voilà, tu as pu compter seulement sur tes proches? Comment tu as géré tout ça? Non, ça a été assez intuitif. J'ai jamais eu le besoin de me faire accompagner par un préparateur mental.
Je pense que ça doit être vraiment une démarche individuelle qui est guidée par un besoin et non quelque chose qui est systématisé chez le sportif de haut niveau. Et je pense que aujourd'hui, quand certains parents me disaient je vais faire accompagner mon enfant, je dis mais est-ce qu'il a un besoin, quels sont ses, voilà, quel est en quelque sorte le besoin, pourquoi, qu'est-ce que vous allez chercher. Et je pense que c'est pas quelque chose à systématiser comme le psychologue dans la vie traditionnelle où on va avoir tendance à aller chez un psychologue pour justement aussi essayer de trouver des solutions à un problème. S'il n'y a pas de problème, des fois j'ai envie de dire pourquoi avoir tendance à en créer là où il n'y en a pas. Après, ce n'est que ma vision. Et par contre, pour la gestion de la pression, oui, ça a été en tout cas une constante de ma carrière. J'ai toujours eu l'impression que j'étais celui qui s'imposait le plus cette pression à lui-même. Mm-hmm. Certes, il y avait une pression médiatique, une pression populaire, une pression des partenaires, de l'équipe. Mais celui qui était le plus déçu et le seul qui était vraiment déçu quand je contre-performais, c'était avant tout moi-même. Donc je crois que cette pression que le sportif de haut niveau peut se mettre à lui-même, elle est bien supérieure à toutes les autres. Ensuite, ce qui est parfois compliqué à gérer, c'est le décalage entre ce que nous on ressent et des fois la retranscription. Où, c'est vrai que sur la fin de ma carrière, 3e ou 2e était une contre-performance, là où des fois moi j'étais super satisfait de la compétition que j'avais pu mener. J'ai envie de dire, c'est aussi le jeu. Et quand on est numéro 1 mondial, on sait qu'on est glorifié quand on gagne et qu'on est un peu exposé quand on perd. Ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'il y a une gourmandise des médias qui en veulent presque toujours plus. Il faut savoir aussi des fois s'en détacher et tu as aussi beaucoup de sollicitations et Renaud Lavillenie en parlait. Quand toi tu dois répondre aux interviews la veille d'un meeting, tes adversaires eux, ils sont tranquillement à l'hôtel. Donc il faut aussi avoir conscience de ça, que ça tu laisses un peu l'influx nerveux autour de ça et des sollicitations que tes adversaires n'ont pas forcément à avoir. Mais en tout cas c'est intéressant de comprendre la place que tu accordes justement et le regard que tu as sur tout ce qui est attrait à la préparation mentale parce que on va faire un petit bond en avant et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour toi en 2019 qui a certainement été la saison la plus compliquée, la plus douloureuse, la plus éprouvante aussi que tu as vécue en tant qu'athlète. J'imagine que tu gardes des souvenirs très précis de cette année-là. Est-ce que tu te rappelles par exemple ce qui s'est passé aujourd'hui avec quelques années, quel recul tu as sur cette année 2019 ? Bien sûr. J'ai eu la chance pendant 10 ans de carrière de remplir tous mes rêves et de fixer des objectifs en début d'année et de faire encore mieux en fin d'année. Une sorte de to-do list de mes rêves où chaque année je venais cocher case après case tous les titres et toutes les médailles dont je rêvais. Et c'est vrai qu'en 2019, cette dynamique de rêve elle s'est arrêtée un peu brutalement, sans trop que je le voie venir, parce que j'avais mis le même investissement, parce que ma préparation s'était passée de manière idéale, parce que j'étais peut-être plus fort que jamais sur la période de préparation et que du coup j'ai pas du tout vu ce coup de bambou arriver. Ce qui s'est passé, c'est je pense simplement une surcharge. Je vais parler de surcharge parce que surentraînement ça serait donner la faute uniquement à l'entraînement, alors que moi je pense que certes j'ai poussé mon corps dans ses retranchements les plus extrêmes sans lui donner assez de repos. C'est une partie du problème, mais le repos il vient aussi du surcroît de sollicitations avec les partenaires, avec les médias, avec deux petites filles qui sont nées en 2015 et en 2017 et qui sont venues du coup aussi perturber ma vie de sportif très cadré. Et c'est vrai qu'on vient rajouter à chaque fois une couche au millefeuille et puis un jour on se rend compte que tout ça c'est un peu lourd à porter pour un seul homme, qu'on en fait un peu trop et que notre corps, même si la tête a envie, le corps il dit stop. Et moi c'est ce qui s'est passé en 2019 et je l'ai clairement senti. Pendant 10 ans de carrière, j'avais aussi la faculté de pouvoir rebondir clairement au lendemain d'une contre-performance. C'était une force de caractère qui me permettait de me servir de cette frustration de l'échec pour le lendemain revenir meilleur. Et en 2019, ce mécanisme il marchait plus du tout, parce que le corps était vide, donc en fait j'enchaînais contre-performance sur contre-performance et j'avais pas cette faculté de rebond, donc j'ai beaucoup douté. Je me suis dit, est-ce que cette flamme un peu elle s'est éteinte ? Est-ce que j'ai plus envie ? Est-ce que j'ai continué l'année de trop après les Jeux Olympiques de Pyeongchang ? Donc ça a été une grosse période de questionnement, mais c'est sûr que ça m'a aussi pris le temps permis de beaucoup apprendre sur moi, de prendre le temps de beaucoup mieux me connaître
Et je pense que j'en ai appris autant en cette année de carrière que dans les 10 ans qui ont précédé, parce que je crois qu'on apprend beaucoup plus sur soi quand on perd que quand on gagne et que c'est facile. Et cette année-là, ça a été tout sauf facile. Mais justement, un peu plus précisément, Martin, quand on a un passage à vide comme ça, déjà il y a le regard que le champion porte lui-même sur ses contre-performances. Il y a l'environnement, notamment, tu en parlais tout à l'heure, l'environnement médiatique, le grand public qui peut se montrer parfois impitoyable, qui porte facilement au nu les grands champions, mais les abattent tout aussi rapidement lorsqu'ils ne sont pas au rendez-vous. Comment tu as géré ce passage-là, peut-être ce changement aussi d'angle de la part de l'extérieur sur ta personne, sur les perfs, et est-ce que c'est pas la partie la plus difficile à gérer au-delà de la propre déception? Je pensais que ça serait terrible. Ouais. Et c'est vraiment ce que je craignais en me disant peut-être qu'un jour, si je suis moins bon, je serai... il va y avoir ce côté acharnement. Et en fait, j'ai été super surpris de voir que ça a été l'inverse. Que j'ai reçu... j'ai créé un lien avec le public à ce moment-là, parce que en quelque sorte, on est un invincible pendant 10 ans et puis un jour, on devient humain. Et ça apporte vraiment quelque chose. Donc pour le coup, je pensais que ça serait terrible à vivre. Je pensais que j'aurais du mal à supporter, on va dire, ce regard-là. Et ça a été tout l'inverse qui s'est produit. Et c'est c'est assez étrangement une chance dans ma carrière, dans ma construction d'homme aussi, d'avoir réussi à revenir. Ça a été très important pour moi, mais de dépasser ça et de me servir de tout l'amour qui m'était donné pour arriver à dépasser ça. Donc ça a été plutôt une expérience très enrichissante, plus que difficile à vivre. Alors on le sait, sur cette saison particulière de 2019, c'est Johannes Beu qui a pris les commandes des compétitions. Il était déjà en embuscade l'année précédente et il a explosé alors que toi tu te battais contre toi-même. Comment est-ce que tu as vécu un petit peu cette révélation norvégienne? On sait que les Norvégiens, pas seulement d'ailleurs sur le biathlon, ils exploitent aussi sur athlétisme, sur triathlon. On voit qu'il y a vraiment un grand vivier d'athlètes là-bas qui sont en train d'exploser. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette montée en puissance? Est-ce que ça a peut-être rendu la tâche un peu plus compliquée, ou au contraire, ça a été une source de motivation pour essayer de revenir et montrer que tu avais encore ton mot à dire? Je pense surtout que cette saison très compliquée, elle est vraiment liée aussi à l'avènement de Johannes, parce qu'en 2018, déjà, il arrive à un niveau qui est exceptionnel et il me pousse dans mes retranchements. C'est une saison qui tourne tout à mon avantage avec les titres olympiques, avec le globe de cristal de la Coupe du Monde. Mais c'est une saison où il m'a poussé quand on ne m'avait jamais poussé, et je suis persuadé que l'envie de lui montrer en 2019 qu'il aurait encore à compter sur moi et que j'allais lui tenir la dragée haute, c'est ce qui m'a aussi poussé à en faire un peu trop, un peu plus, et qui a fait basculer qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ensuite, j'ai toujours eu énormément de respect, et puis finalement il m'a rien volé. C'est moi qui n'arrivais pas à être à mon niveau, plus que lui qui m'écrasait. Donc j'ai toujours bien vécu ce point-là, et bien sûr que ça m'a aussi donné envie de rebondir et de lui montrer en 2020 que ce que j'avais fait en 2019 ne me ressemblait pas en quelque sorte. Donc c'est à la fois très lié, à la fois dans le négatif parce que je pense qu'il m'a un peu amené là, et à la fois dans le positif parce qu'il m'a permis d'en sortir. Et du coup, de manière assez concrète, là, c'est l'entraîneur qui va parler, qui essaye de comprendre, au-delà de la motivation qui a pu être la tienne, de dire je vais revenir à mon meilleur niveau. Qu'est-ce que concrètement tu as fait évoluer, si c'est le cas, que tu as fait changer? Toi, comment tu t'y es pris pour revenir à ce meilleur niveau et reprendre la couronne, je vais le dire comme ça? Alors, plusieurs choses. Sur la partie surcharge, ça a été déjà de définir mes priorités. Où c'est que je place le curseur en termes de partenariat, où c'est que je place le curseur en termes de sollicitation médiatique, parce qu'on sait qu'à la fin, la seule chose qui ne change pas, c'est le nombre de jours d'entraînement et le nombre de séances d'entraînement à l'année. Donc en fait, tout ce qu'on vient rajouter, ou on enlève un peu sur la famille, ou au bout d'un moment, le calendrier, il bloque. Donc ça a été de définir ces priorités-là en accord avec mes partenaires, en me disant voilà, on a des objectifs élevés cet hiver, j'ai aussi besoin que vous me fassiez confiance et que je puisse, on va dire, être un peu moins sollicité. Sur la partie un peu plus entraînement,
ça a été assez étrangement de réduire mon volume d'entraînement. Là où on a tendance à dire que le sportif il doit en faire toujours plus. Moi je me suis rendu compte dans ma carrière qu'en fait il y a plein de moments où on doit en faire un peu moins aussi parce qu'on a le sportif il a toujours tendance à vouloir en faire plus, à s'entraîner plus, à faire plus de kilomètres, plus de volume d'entraînement. C'est rare le sportif qui est un peu tir au flanc et qui va avoir tendance à en faire un peu moins que ce que lui demande l'entraîneur. En tout cas moi dans ma carrière je n'en ai pas rencontré beaucoup. Et donc du coup ça a été plus de rationaliser un peu la chose et de faire extrêmement gaffe au protocole de récup, etc. C'est des choses que je faisais bien, mais forcément quand on a beaucoup de choses à faire, on les néglige un petit peu. Donc voilà, replacer l'église au centre du village sur la partie sollicitation, et puis en faire un petit peu moins que l'année d'avant où j'avais poussé mon corps un peu trop à l'extrême. C'est marrant de voir que finalement, des fois, il faut en faire un peu moins pour réussir à retrouver son bon niveau. Et ça peut être aussi riche d'enseignements pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. En tout cas, ces choix ont porté leurs fruits. En février 2020, à Antholz, tu vas retrouver enfin le public du monde entier va célébrer un peu ta renaissance, tel un phénix. Tu vas, si je peux me permettre l'expression. Ce retour au plus haut niveau, c'était inespéré. Est-ce que tu as ressenti peut-être de nouvelles émotions? Comment est-ce que tu as vécu ça, ton comeback? J'ai d'abord énormément douté jusqu'au moment où j'ai réussi ce comeback. Je me demandais si je serais capable de le faire parce que j'avais peur, comme je le disais juste avant, que cette flamme elle soit un petit peu éteinte. Et je l'ai savouré vraiment différemment de mes 10 premières années de carrière. J'ai eu envie de profiter de l'instant, de profiter de chaque victoire comme si c'était la dernière. Parce que je savais aussi que je m'approchais de ma fin de carrière. Et sur le début de ma carrière, j'ai année après année simplement voulu me projeter sur la course d'après. Donc on se met dans une bulle qui va un peu effacer nos émotions, qui va nous permettre aussi de rester performants sur le long terme. Et sur cette fin de carrière, sur cette année 2020, j'ai vraiment voulu profiter de ces émotions-là, les partager avec mon équipe. Et du coup, ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, ça a été aussi... j'ai eu l'impression de goûter en 2020 à la vraie saveur d'une victoire. Tu nous disais en début d'échange que finalement tu arrivais à des 2e, 3e places et que tu étais extrêmement satisfait de ce résultat-là. Est-ce que finalement cette saison-là, c'est pas contre toi-même que tu as gagné? J'ai eu en tout cas une démarche en sport qui a été extrêmement drivée par mon envie de performance, de réussite, de succès. J'ai été très compétiteur, ça faisait partie parfois d'une manière extrême de mon ADN et de mon identité. Et c'est sûr que sur l'année 2019, j'ai dû fonctionner différemment et qu'en 2020, quand je reviens et que je gagne, je suis aussi moins dans cet extrême-là déjà. Donc oui, ça a été en tout cas une bataille contre ceux qui m'avaient drivé toute ma carrière. Et je me suis surpris à me faire plaisir et à me réaliser sans gagner. Et ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Alors, du coup, maintenant, Martin, j'aimerais qu'on passe à l'après, parce que notamment, on va parler course à pied, tu t'en doutes bien. Il me semble que tu apprécies quand même particulièrement la course à pied. En 2018, tu as notamment participé aux 10 km Adidas de Paris avec comme lièvre un certain Mayedine Mekissi. Donc voilà, il y a moins prestigieux comme lièvre. Tu ne fais pas les choses à moitié, donc félicitations. Tu boucles la distance pour information au 36-54, donc ça parlera à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Tu pratiques également beaucoup le trail, si je ne me trompe pas. Donc, la question, c'est quelle sensation tu aimes retrouver sur les compétitions de course à pied ou l'entraînement de course à pied et qui peuvent te rappeler ou justement plutôt te distancier avec le biathlon et ta discipline d'origine? Déjà pour moi la course à pied c'est un peu le sport de base, j'ai envie de dire, parce qu'on soit n'importe où dans le monde avec une seule paire de baskets, on part courir et tout est simple, l'effort est direct. L'effort est complet, il n'y a pas tant de récup comme il peut y en avoir en vélo ou en ski. Donc pour moi, c'est vraiment une discipline qui est extrêmement pure. J'ai très peu fait de compétition à pied dans ma carrière. En me focalisant sur le spécifique en ski. Aujourd'hui, je suis dans une phase aussi de ma vie où j'ai eu 10 ans de
de sport avec 40 compétitions par an et où j'ai aussi pris un peu de recul par rapport à la compétition. Mais je sais qu'un jour, ce désir il reviendra et forcément, quand aujourd'hui sur le marathon de Paris, je vois tous ces coureurs, je sais qu'un jour, je serai de ce côté-là aussi à essayer de voir quel est mon chrono sur un marathon, sur un 10 km. Voilà, donc je pense j'ai des idées, mais j'aurai un jour envie de mettre ces idées en application. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces idées et de ce qu'on pourrait te proposer aussi, peut-être, hein, qui sait, on verra, en préparant notre échange, je me suis un peu renseigné sur les données physiologiques sur toi. Alors, je n'ai pas eu accès à ton fichier médical, évidemment, hein, parce que c'est protégé, mais tu sais que sur Internet, on peut trouver un certain nombre de choses. Donc, tu vas confirmer ou infirmer ce que j'ai pu trouver. Mais parce qu'on trouve un peu de tout et n'importe quoi sur Internet, Fred. Exactement. Alors, moi, j'ai trouvé, selon le Dauphiné, tu as une pulsation au repos de 24 pulsations par minute, une pulsation max de 185. Tu es capable en 15 secondes de descendre de 180 à 150 tout en continuant à skier. Alors, à titre de comparaison, Kilian Jornet, lui, afficherait 34 pulsations au repos, il grimperait à 205. Haut, ouais. Et du coup, bon, ça laisse rêveur, ça laisse plein de perspectives pour la course à pied. Mais déjà, est-ce que ces chiffres sont vrais ? Et deuxièmement, est-ce que tu les avais à la base ou c'est finalement l'entraînement qui t'a permis, parce qu'on sait que notamment l'entraînement en endurance permet d'abaisser la fréquence cardiaque de repos, est-ce que c'est ça qui t'a permis d'autant optimiser ces valeurs physiologiques qui sont fondamentales dans des sports aérobies ? Alors oui, je pense que l'entraînement est aussi une grande part de ces chiffres-là. Mais oui, j'ai un cœur qui est quand même pas normé, on va dire. Donc je pense que c'est une qualité de base qui a été amplifiée par le fait que je pratique un sport d'endurance à très haut niveau. J'ai un cœur qui bat très bas, comme tu le disais, à 24, les chiffres est bon, qui montait un peu moins haut, vers 185, mais ça fait une amplitude qui est quand même assez importante. Après, pour ce qui est de la course à pied, mon gros facteur limitant, ça serait le poids, parce que je suis dans la catégorie des 80 kg, donc c'est quelques kilos en trop pour pouvoir performer sur un 10 km ou sur un marathon, et en partie dû à une musculature sur le haut du corps qui est induite par la pratique du ski nordique et qui se match pas super avec un bon athlète en course à pied. Je vais donner quand même 24 pulsations par minute, ça fait un battement toutes les 3 secondes. Rendez-vous compte, un battement de cœur toutes les 3 secondes, c'est assez impressionnant, et c'est sûr que avec des telles capacités, ça laisse rêveur sur marathon. Quand est-ce que c'est quoi un peu tes prochaines courses ? Est-ce que par exemple on aura bientôt, pourquoi pas en avril prochain, tiens, on peut te remettre un dossard. D'ailleurs, on va se faire un plaisir de te remettre un dossard tout à l'heure pour le Schneider Electric Marathon de Paris du mois d'avril. C'est quoi un peu tes prochains projets ? On a très envie, nous les coureurs, de te voir sur une compétition, que ce soit sur route ou que sur trail d'ailleurs. Il y a l'UTMB aussi qui peut être pas mal. Je sais pas si tu connais cette course-là, on y sera aussi. Alors je suis pas trop attiré par l'ultra et par les épreuves de trop longue endurance. Je trouve une recherche contre son corps plus que contre l'effort en lui-même, et aujourd'hui ça m'attire pas énormément. Je suis extrêmement respectueux et admiratif des sportifs d'ultra, mais c'est pas ce qui aujourd'hui m'attire en tant que sportif. Par contre, c'est vrai qu'un 10 km ou un marathon, je sais que ça me titillera bientôt, peut-être pas l'an prochain, mais c'est quelque chose qui viendra pour voir ce que je vaux sur marathon. Je trouve que c'est un chiffre qu'on a envie de connaître. On a tous les références mondiales en tête, et forcément c'est le sport le plus facile pour se mesurer. En tout cas, je tiens à te rassurer sur un point, mais tu dois le savoir en tant qu'athlète de haut niveau, c'est que si tu t'attelles à une bonne préparation, une vraie préparation marathon, et que tu prends le temps d'aller sur la distance, ton corps s'adaptera. Donc du physique que tu considérais comme pas forcément adapté, tu sauras en tirer le maximum. Donc je pense pas que te concernant, ça sera un facteur limitant quand même. Et puis quand on voit Émilien Jacquelin qui, avec la morphotype qu'il a, les performances qu'il arrive à avoir, on voit que des fois on peut être surpris aussi par les morphotypes. Il y a quelquefois des surprises. Martin, ça a été un échange extrêmement passionnant. On a pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. On aime bien conclure nos interviews avec cette question. Si tu avais la possibilité de revenir une 25 ans en arrière, quel conseil tu donnerais à ton propre toi, quel conseil tu donnerais à ton propre toi, le petit Martin de 12-13 ans, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait lequel ? C'est dur. C'est dur parce que je ne changerais pas grand-chose.
Je ne changerai pas grand-chose, non pas que j'ai fait que des choses bien, mais que toutes les erreurs sur mon parcours, elles m'ont servi et m'ont apporté autant que les réussites. Donc voilà, je pense souvent on se focalise vers un chemin qui est... on pense à l'idéal, mais c'est justement ce qui sort de ce cadre idéal qui nous permet d'être des humains épanouis, de relever des challenges et d'arriver à se surpasser. Donc voilà, de ne pas avoir peur de la difficulté, de se dire que de toute façon ça va être difficile, parce qu'il n'y a pas de secret, mais de continuer à aimer le sport. C'est ce que je dis aux enfants que je croise et qui me demandent un conseil. Je leur dis faites ce que vous aimez, faites le sport que vous aimez, vous verrez bien où ça vous mène. Quel que soit le chemin où ça vous mène, vous en tirerez quelque chose. Et si vous l'aimez aussi fort que ce que je l'ai aimé moi, il y a peut-être une chance pour que la magie elle prenne forme. Ne pas avoir peur de la difficulté. Ça doit être un conseil qui te plaît, ça, Fred? Obligatoirement, encore plus quand tu fais des sports d'endurance, des sports de durée. Enfin voilà, si tu as peur de la difficulté, je pense que ces sports-là, mais comme dans l'ensemble de la vie, enfin voilà, la difficulté, elle est juste là pour porter un enseignement. Elle n'est pas là pour nous faire trébucher. Enfin, c'est comme ça que je le vois, et c'est ce que je retire aussi de l'échange avec Martin, c'est que sans ces périodes plus compliquées à gérer dans une carrière, peut-être que la carrière aurait été peut-être un peu moins brillante. Merci infiniment Martin pour cet échange. On tient également à remercier les équipes du Schneider Electric Marathon Paris d'avoir facilité, de nous avoir accueillis. Merci également aux équipes de BMW France et à la gamme 100% électrique pour avoir organisé cet échange. Merci à Lauriane pour le script, Pierre-Emmanuel et Nolwenn à la production et Pauline et Damien à la réalisation. Merci à vous tous. Martin, on te dit à très bientôt. On a hâte de te voir dans le monde du running et on sera là, je peux te le dire. Donc, bonne chance pour la suite et à bientôt. Merci. À bientôt. Super. Nickel, merci beaucoup. Moi, c'était pas facile avec le son, mais... C'était super cool. Ça, après, c'est leur job.